Le 26 février 1973, une famille entière s'évapore dans les rues bondées du carnaval de Dunkerque. 4 personnes. Henri Delacroix, 38 ans, docker au port. Marguerite, son épouse, 36 ans, institutrice respectée. Leurs enfants, Céline, 14 ans, et le petit Julien, 9 ans. Ils disparaissent comme si la terre les avait avalés, au milieu des confettis, des chants et des milliers de fêtards masqués qui envahissent la ville chaque année pour cette célébration légendaire. Pendant 28 ans, personne ne sait ce qui leur est arrivé. Aucun corps retrouvé, aucune trace, aucune explication. Les enquêteurs fouillent chaque recoin de la ville, interrogent des centaines de personnes, suivent des dizaines de pistes qui mènent toutes à des impasses. La maison des Delacroix reste figée dans le temps, leurs affaires intactes, comme s'ils allaient rentrer d'un moment à l'autre. Puis en avril 2001, des ouvriers qui rénovent un vieil entrepôt abandonné près du port découvrent quelque chose derrière un mur. Un masque de carnaval délavé, coincé dans une cavité dissimulée. Ce masque appartenait à Henri Delacroix. Et ce qu'ils trouvent avec lui va rouvrir l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire de Dunkerque, révélant une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Comment une famille entière peut-elle disparaître sans laisser de traces au milieu d'une foule de milliers de personnes? Et pourquoi ce masque a-t-il été caché avec tant de soin? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Dunkerque, ville portuaire du nord de la France, à quelques kilomètres de la frontière belge. Dans les années 70, c'est une cité industrielle en pleine activité, où le port emploie des milliers d'hommes. Les cheminées des usines crachent leur fumée grise dans le ciel perpétuellement nuageux. L'air sent le sel de la mer du Nord mélangé aux odeurs de fuel et de métal. Les rues pavées du centre-ville résonnent du dialecte local, ce flamand teinté de français que les anciens parlent encore couramment. Mais une fois par an, pendant 3 jours en février ou mars, la ville se transforme complètement. Le carnaval de Dunkerque prend possession de chaque rue, de chaque place. C'est une tradition qui remonte au XVIe siècle, née des fêtes que les pêcheurs organisaient avant de partir pour 6 mois en mer d'Islande. Des orchestres de fifres et tambours défilent, les bandes costumées lancent des harangues fumées à la foule, et tout le monde chante à tue-tête les refrains traditionnels. Pendant ces quelques jours, les classes sociales se mélangent, les visages se cachent derrière des masques, et la ville entière vit dans une euphorie collective où l'alcool coule à flot et où les règles habituelles de la société semblent suspendues. La famille Delacroix habite rue des Chantiers de France, une artère calme du quartier du Jeu de Mail, à 10 minutes à pied du centre. Leur maison est une bâtisse en briques rouges typique de la région, avec ses volets verts et son petit jardin à l'avant où Marguerite cultive des roses et des pivoines. Henri travaille au port depuis l'âge de 16 ans. C'est un homme robuste, aux mains calleuses, avec ce visage buriné par le vent marin et les heures passées à charger et décharger les cargos. Il connaît chaque recoin des quais, chaque contremaître, chaque docker. On le respecte pour sa force physique et sa fiabilité. Jamais un jour d'absence, jamais une plainte. Marguerite enseigne à l'école primaire du quartier de Malo-les-Bains depuis 12 ans. Les parents d'élèves l'apprécient pour sa patience et sa douceur. Elle a ce talent rare de savoir parler aux enfants difficiles, ceux que les autres instituteurs considèrent comme perdus. Petite, mince, avec ses cheveux châtains toujours attachés en chignon, elle porte des robes simples et des cardigans tricotés main. Le dimanche, la famille assiste à la messe à l'église Saint-Éloi. Marguerite chante dans la chorale paroissiale. Céline, leur fille aînée, est en 3e au collège Jean Bart. C'est une adolescente brillante, première de sa classe en français et en mathématiques. Elle rêve de devenir avocate. Elle dévore les romans de la bibliothèque municipale. Ses professeurs disent qu'elle a un avenir prometteur. Elle ressemble à sa mère, avec cette même finesse de traits, mais elle a hérité du tempérament plus affirmé de son père. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, ce qui lui vaut parfois des frictions avec ses camarades. Julien, 9 ans, est tout le contraire.
Timide, rêveur, il préfère dessiner des bateaux dans ses cahiers plutôt que jouer au football avec les autres garçons. Il collectionne les cartes postales des paquebots et des cargos et supplie régulièrement son père de l'emmener voir les grands navires au port. Henri lui a promis qu'il pourrait monter à bord d'un cargo pour son 10e anniversaire. Un anniversaire qu'il ne fêtera jamais. Les Delacroix ne sont ni riches ni pauvres. Ils vivent confortablement avec le salaire d'Henri et celui, plus modeste, de Marguerite. Ils possèdent une Peugeot 304 bleue achetée d'occasion 3 ans plus tôt. L'été, ils passent 2 semaines dans un camping à Bray-Dunes. Ce sont des gens ordinaires, bien intégrés dans leur quartier, sans ennemis connus, sans dettes, sans problèmes apparents. Exactement le type de famille dont personne n'imaginerait qu'elle puisse un jour disparaître sans explication. Marc Vasseur est le meilleur ami d'Henri depuis l'enfance. Ils ont grandi dans la même rue, commencé à travailler au port le même jour, partagé des milliers de bières au café du commerce après le travail. Marc est le parrain de Julien. Sa femme, Nicole, et Marguerite se voient régulièrement pour prendre le café. Les 2 familles sont inséparables. Chaque année, ils font le carnaval ensemble, se retrouvent au même endroit, partagent les mêmes rituels. Cette année 1973 ne devait pas être différente. Le dimanche 25 février 1973, le carnaval de Dunkerque bat son plein. C'est le dernier jour des festivités, le moment le plus intense, quand toute la ville semble ivre de fatigue et d'euphorie mélangée. Le ciel est couvert, comme toujours en cette saison, et une petite bruine froide tombe par intermittence, mais personne n'y fait attention. Les gens sont trop occupés à chanter, à danser, à boire. À 14 heures précises, les Delacroix quittent leur maison. On le sait parce que Sophie Laurent, leur voisine d'en face, les voit partir. Elle se souvient de tous les détails, parce qu'elle trouve que Marguerite a l'air particulièrement élégante ce jour-là. Marguerite porte son manteau en laine bleu marine, celui avec le col en fourrure synthétique. Henri a mis sa veste en cuir marron et son masque traditionnel de carnaval. Un simple loup vénitien noir et doré qu'il porte depuis des années. Céline a son dufle-côte rouge vif et des collants à motifs. Julien tient la main de son père, emmitouflé dans son anorak bleu avec une écharpe rayée. Ils marchent jusqu'à la place Jean-Bart, où ils ont rendez-vous avec les Vasseurs à 15 heures. Le trajet prend environ 25 minutes. Les rues sont déjà bondées. Les orchestres jouent sur chaque coin de rue. Des groupes costumés défilent dans un joyeux désordre. L'odeur des frites et des gaufres se mêle à celle de la bière renversée sur les pavés. Marc et Nicole Vasseur les attendent devant le café Le Corsaire, leur point de rencontre habituel. Marc porte un costume ridicule de mousquetaire avec un grand chapeau à plumes. Nicole est déguisée en colombine. Ils ont amené leurs 2 fils, Damien, 12 ans, et Olivier, 8 ans. Les enfants sont excités, ils sautent partout, réclament des bonbons et des rubans colorés. Ils restent ensemble jusqu'à 18h30 environ. Marc Vasseur donnera ce témoignage précis à la police quelques jours plus tard. Il se souviendra de chaque détail parce que ce sont les derniers moments qu'il passe avec son meilleur ami. Ils boivent plusieurs bières ensemble. Henri est de bonne humeur. Il rit fort, chante les refrains traditionnels. Marguerite discute avec Nicole. Elle commente les costumes extravagants qui passent devant elle. Les enfants courent partout, se perdent de vue, puis reviennent, le visage barbouillé de chocolat. Vers 18h, la nuit commence à tomber. La foule devient plus dense, plus agitée. L'alcool commence à faire son effet sur beaucoup de gens. C'est le moment où le carnaval change de visage, où l'ambiance familiale du début d'après-midi laisse place à quelque chose de plus sauvage, de moins contrôlé. À 18h20, Henri dit à Marc qu'il veut emmener les enfants voir le grand feu d'artifice prévu à 19h sur le port. Le meilleur endroit pour le voir, c'est depuis la jetée Est, près de l'ancien fort. Marc propose de venir avec eux, mais Henri refuse gentiment. Il dit que c'est loin, que les enfants de Marc sont fatigués, qu'ils se reverront de toute façon le lendemain au travail. Marc insiste un peu, mais Henri est catégorique. Alors ils se séparent là, devant le café Le Corsaire, à 18h30 précise. Marc se rappellera toujours la dernière image qu'il a de son ami.
Henri qui s'éloigne dans la foule, son masque doré brillant sous les lumières des guirlandes, Julien qui tient sa main, Marguerite et Céline qui marchent juste derrière eux. Puis ils tournent au coin de la rue Clémenceau et disparaissent dans la masse des fêtards. C'est la dernière fois que quelqu'un de la famille ou des proches voit les Delacroix vivants. Le feu d'artifice a lieu comme prévu à 19 heures. Des milliers de personnes se massent sur les quais et la jetée pour y assister. Dans cette foule compacte, personne ne remarque l'absence de 4 personnes en particulier. Le lendemain, lundi 26 février, c'est jour férié. Les écoles sont fermées, le port tourne au ralenti. Ce n'est que le mardi 27, quand Henri ne se présente pas au travail et que Marguerite n'arrive pas à l'école, que l'inquiétude commence à monter. Le contremaître d'Henri téléphone chez les Delacroix. Pas de réponse. Il appelle Marc Vasseur qui travaille dans la même équipe. Marc dit qu'il a vu Henri dimanche soir, que tout allait bien, qu'il ne comprend pas. À l'école, la directrice est contrariée. Marguerite n'a jamais manqué un jour sans prévenir. Elle essaie de la joindre plusieurs fois. Toujours pas de réponse. À midi, Marc Vasseur va sonner chez les Delacroix. Personne ne répond. Il regarde par la fenêtre du salon. Tout semble normal, rien n'est dérangé. Il fait le tour de la maison, essaie la porte de derrière. Elle est fermée à clé. La Peugeot 304 bleue est garée dans l'allée, exactement là où Henri la laisse toujours. Marc commence à avoir un mauvais pressentiment. À 14 heures, il va au commissariat central de Dunkerque, rue Belrade. Il explique la situation à un agent d'accueil qui prend note, mais ne semble pas particulièrement alarmé. Des gens qui ne rentrent pas chez eux après le carnaval, ce n'est pas inhabituel. Certains prolongent la fête, d'autres cuvent leur alcool chez des amis. Mais Marc insiste. Les Delacroix ne sont pas comme ça. Henri est un homme responsable. Et puis, il y a les enfants. Ils ne manqueraient jamais l'école. L'agent finit par appeler un inspecteur. Gabriel Fontaine, 42 ans, 20 ans de carrière, arrive à 15 heures. C'est un homme méthodique, aux cheveux gris coupés courts, avec cette façon lente de parler qui rassure les gens. Il écoute attentivement Marc, prend des notes dans son carnet. Puis il accompagne Marc jusqu'à la maison des Delacroix. Cette fois, il force la serrure de la porte de derrière. Gabriel Fontaine entre le premier. L'intérieur de la maison est immaculé. Dans la cuisine, la vaisselle du petit déjeuner de dimanche matin est proprement rangée dans l'égouttoir. Le salon est en ordre, les coussins du canapé bien alignés. Dans la chambre des parents, le lit est fait avec des coins parfaits comme Marguerite les fait toujours. Les chambres des enfants sont un peu plus désordonnées, mais normalement. Dans celle de Julien, les dessins de bateaux couvrent les murs. Dans celle de Céline, des livres sont empilés sur le bureau. Ce qui frappe Gabriel Fontaine, c'est ce qui ne manque pas. Les brosses à dents sont dans la salle de bain. Les médicaments que Marguerite prend pour sa thyroïde sont dans l'armoire à pharmacie. Les valises sont rangées dans le débarras. Le portefeuille d'Henri est posé sur la commode de la chambre, avec sa carte d'identité et 250 francs dedans. Le sac à main de Marguerite est accroché dans l'entrée. Rien n'indique un départ précipité ou planifié. Gabriel Fontaine ouvre le réfrigérateur. Il y a du lait qui commence à tourner, des yaourts, des légumes frais. Marguerite avait fait des courses, prévu des repas pour la semaine. Sur le calendrier mural de la cuisine, Céline a noté un contrôle de mathématiques pour le jeudi 1er mars. Julien devait aller chez le dentiste le vendredi 2 mars. Le rendez-vous est entouré au crayon rouge. Cette famille n'avait pas prévu de disparaître. L'enquête commence officiellement le mercredi 28 février 1973. Gabriel Fontaine constitue une équipe de 6 inspecteurs. Ils interrogent plus de 200 personnes dans les jours qui suivent. Tous les amis, les collègues d'Henri au port, les parents d'élèves de Marguerite, les professeurs de Céline, les commerçants du quartier. Personne n'a vu la famille après 18h30 le dimanche soir. Les policiers fouillent le secteur du port où Henri voulait emmener sa famille voir le feu d'artifice. Ils inspectent la jetée Est, les anciens forts, les entrepôts abandonnés du quai Freycinet. Des plongeurs explorent les bassins portuaires. Rien. Aucun corps, aucun vêtement, aucun objet personnel. C'est comme si les 4 membres de la famille s'étaient volatilisés.
La théorie d'un accident est rapidement examinée, puis écartée. Si la famille était tombée à l'eau quelque part, on aurait retrouvé des corps. La mer du Nord est froide en février, les courants sont forts, mais les cadavres remontent toujours au bout de quelques jours ou quelques semaines. Les gardes-côtes sont alertés, les plages surveillées sur des kilomètres. Rien ne s'échoue. La piste criminelle est explorée en profondeur. Gabriel Fontaine épluche les finances des Delacroix. Pas de dettes inhabituelles, pas de retrait d'argent suspect. Henri gagnait correctement sa vie, mais n'était pas riche. L'hypothèse d'un enlèvement pour rançon ne tient pas. Aucune demande n'est jamais formulée. De toute façon, qui kidnapperait une famille entière en pleine foule lors du carnaval le plus fréquenté de l'année? Les enquêteurs interrogent longuement Marc Vasseur. C'est la dernière personne à avoir vu les Delacroix. Son témoignage est cohérent, détaillé, vérifiable. Il était entouré de dizaines de témoins tout le reste de la soirée. Sa femme et ses enfants confirment chaque détail. Marc est effondré. Il pleure pendant les interrogatoires. Il répète qu'il aurait dû insister pour accompagner Henri et sa famille jusqu'au port. Peut-être que s'il avait été là, rien de tout cela ne serait arrivé. Gabriel Fontaine fait examiner la maison des Delacroix par les techniciens de la police scientifique. Il relève des centaines d'empreintes digitales, analyse les fibres, cherche des traces de sang avec du luminol. Rien d'anormal. La maison ne montre aucun signe de lutte, d'effraction, de violence. C'est une scène domestique parfaitement normale, figée au dimanche 25 février au matin. Les semaines passent, puis les mois. L'affaire fait la une de La Voix du Nord pendant plusieurs semaines. Des journalistes de Paris descendent à Dunkerque. La télévision nationale parle du mystère de la famille disparue. Des médiums contactent la police, prétendant avoir des visions. Des témoins se présentent, affirmant avoir vu les Delacroix dans des trains, des hôtels, des villes lointaines. Toutes ces pistes mènent à des impasses. Ce sont des erreurs d'identification, des affabulateurs, des gens sincères, mais dans l'erreur. La maison de la rue des Chantiers de France reste vide. Marc Vasseur paie le loyer pendant des mois, espérant encore que son ami va revenir. Mais au bout d'un an, il doit se rendre à l'évidence. Les parents de Marguerite, qui habitent Lille, viennent récupérer les affaires personnelles. Les meubles sont vendus. La maison est remise sur le marché. Une nouvelle famille s'y installe en septembre 1974. Il ne reste que 6 mois. Les voisins les entendent dire qu'ils ne se sentent pas bien dans cette maison, qu'il y a quelque chose d'oppressant. D'autres locataires se succèdent au fil des années. Personne ne reste longtemps. Marc Vasseur ne se remet jamais vraiment de la disparition de son ami. Il continue à travailler au port, mais quelque chose en lui s'est éteint. Ses collègues remarquent qu'il ne rit plus, qu'il reste souvent silencieux pendant les pauses. Il se met à boire plus que de raison. Nicole s'inquiète pour lui, mais ne sait pas comment l'aider. Leur couple se fissure lentement. Ils divorcent en 1981. Marc part vivre seul dans un petit appartement du quartier de Saint-Paul-sur-Mer. Sophie Laurent, la voisine qui a vu les Delacroix partir ce dimanche après-midi, développe une fascination morbide pour l'affaire. Elle découpe tous les articles de journaux, les colle dans des cahiers. Elle interroge les nouveaux locataires de la maison, chaque fois qu'ils déménagent, leur demande s'ils ont trouvé quelque chose, s'ils ont remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Elle devient une figure connue dans le quartier, celle qui ne parle que de la famille disparue. Ses propres enfants finissent par la supplier d'arrêter, lui disent qu'elle doit tourner la page. Mais elle ne peut pas. Elle dit qu'elle doit comprendre, qu'elle doit à Marguerite, avec qui elle prenait le café tous les jeudis, de découvrir la vérité. Gabriel Fontaine prend sa retraite en 1990. Il a travaillé sur des centaines d'affaires pendant sa carrière, mais celle des Delacroix reste son plus grand échec. Dans son bureau, il a gardé un dossier qu'il rouvre régulièrement. Il a sa théorie personnelle, qu'il n'a jamais pu prouver. Il pense que quelque chose s'est passé sur le port ce soir-là, quelque chose de brutal et de rapide. Mais sans corps, sans témoin, sans mobile, ce n'est qu'une intuition qui le hante jusqu'à sa mort en 1996, d'un cancer du poumon. À Dunkerque, l'affaire devient une légende urbaine.
Les plus anciens la racontent aux jeunes. Certains disent que les Delacroix ont été assassinés par des trafiquants du port. D'autres prétendent qu'Henri avait une double vie. Il s'est enfui avec sa famille pour échapper à des dettes de jeu. Il y a ceux qui pensent qu'ils ont eu un accident collectif et que leur corps repose quelque part au fond d'un bassin portuaire, dans un endroit qu'on n'a jamais fouillé. Chaque année, pendant le carnaval, quelqu'un mentionne toujours l'histoire de cette famille qui a disparu pendant les festivités. C'est devenu une partie du folklore local. Un avertissement que même au milieu de la joie collective, le tragique peut frapper. Les années 80 et 90 voient le port de Dunkerque se transformer profondément. Les vieux entrepôts sont démolis ou abandonnés. La conteneurisation révolutionne le travail portuaire. Les dockers traditionnels comme Henri disparaissent progressivement, remplacés par des machines et des systèmes automatisés. Le quartier du port change de visage. Des friches industrielles s'étendent sur des hectares. Certains bâtiments restent debout, vides, leurs fenêtres brisées, leurs murs couverts de graffitis. Parmi ces bâtiments abandonnés, il y a l'entrepôt numéro 7 du quai Fraissinet. Construit en 1920, c'est une structure massive en briques rouges et poutres métalliques. Il a servi à stocker toutes sortes de marchandises au fil des décennies. Du bois, des céréales, des machines, des textiles. Dans les années 70, il était encore partiellement utilisé, mais son activité déclinait. En 1983, il est définitivement fermé. Personne n'y entre plus, sauf quelques sans-abri qui y cherchent refuge en hiver, et des adolescents qui viennent y fumer et boire de la bière en cachette. L'entrepôt reste là, fantomatique au bord de l'eau pendant presque 20 ans. Puis, à la fin des années 90, la ville de Dunkerque lance un grand projet de réhabilitation du front de mer. L'idée est de transformer les anciens quartiers industriels en zones résidentielles et culturelles. Des investisseurs sont sollicités. Des architectes dessinent des plans. L'entrepôt numéro 7 fait partie de ce projet. Il doit être rénové et converti en loft de standing avec vue sur le port. Le 18 avril 2001, une équipe d'ouvriers du bâtiment arrive à l'entrepôt numéro 7 pour commencer les travaux de démolition intérieure. Il fait beau ce jour-là, un temps rare pour Dunkerque. Le ciel est dégagé, le soleil brille sur les eaux grises du port. L'équipe est composée de 8 hommes, dirigés par un contremaître nommé Didier Lemarque, 52 ans, qui travaille dans la construction depuis l'âge de 16 ans. Il commence par le rez-de-chaussée, attaquant les cloisons intérieures à la masse. La structure principale de l'entrepôt doit être conservée pour des raisons patrimoniales, mais tout l'aménagement intérieur peut être détruit. La poussière de plâtre et de vieux ciment emplit l'air. Les hommes portent des masques et des lunettes de protection. Le bruit des marteaux-piqueurs résonne contre les murs de briques. Vers 11 heures, un jeune ouvrier nommé Thomas Mercier, 24 ans, attaque un mur qui sépare 2 anciennes salles de stockage. C'est un mur qui semble avoir été construit bien après la construction originale du bâtiment, probablement dans les années 70, à en juger par les matériaux utilisés. Le plâtre s'effrite facilement sous les coups. Thomas remarque que le mur sonne creux par endroits. Il fait un premier trou, puis un deuxième. Il élargit l'ouverture, et c'est là qu'il voit quelque chose de bizarre. Derrière le plâtre, il n'y a pas le mur de briques qu'il s'attendait à trouver. Il y a un espace vide, une sorte de cavité d'environ 2 mètres de large sur 1 mètre de profondeur. Et au fond de cette cavité, il y a des objets. Thomas arrête le marteau-piqueur. Il appelle Didier Lemarque. Le contremaître s'approche, regarde dans le trou. Il demande une lampe torche. Le faisceau lumineux révèle ce qui est caché là depuis des décennies. Un masque de carnaval, noir et doré, couvert de poussière. À côté, un sac en cuir marron craquelé par le temps, des vêtements pliés. Et autre chose, quelque chose qui fait se figer Didier. Des chaussures, 4 paires de chaussures, 2 paires d'adultes et 2 d'enfants. Didier Lemarque a 52 ans et a grandi à Dunkerque. Il se souvient de l'affaire Delacroix. Tout le monde à Dunkerque se souvient de cette famille disparue pendant le carnaval de 1973. Il fait immédiatement sortir ses hommes de l'entrepôt et appelle la police. Les premiers agents arrivent à 11h45.
À 13 heures, c'est toute une équipe de la police judiciaire qui se déploie sur les lieux. On boucle le périmètre, on installe des projecteurs. Des techniciens en combinaison blanche commencent à documenter la scène, photographient tout sous tous les angles avant de toucher quoi que ce soit. Le masque est sorti en premier. Il correspond exactement à la description que Marc Vasseur avait donnée 28 ans plus tôt. Un loup vénitien noir et doré, avec des paillettes et des volutes décoratives. Le type de masque qu'on trouve dans tous les magasins de Dunkerque avant le carnaval. Impossible à identifier formellement, mais la coïncidence est troublante. Le sac en cuir contient une carte d'identité. Henri Delacroix. Né le 12 juillet 1934 à Dunkerque. La photo est floue, mais reconnaissable. C'est bien lui. Il y a aussi un portefeuille avec quelques francs, des papiers de la voiture et un trousseau de clés. Les clés de la maison de la rue des Chantiers de France. Comme le confirmera plus tard la nouvelle propriétaire qui a racheté la maison en 1997. Les vêtements sont identifiés grâce aux photos de famille fournies par les proches. Le manteau bleu marine avec col en fourrure synthétique que portait Marguerite. Le duffle-coat rouge de Céline. L'anorak bleu et l'écharpe rayée de Julien. La veste en cuir marron d'Henri. Tout est là, soigneusement plié, comme si quelqu'un avait pris le temps de les ranger avec soin. Les chaussures aussi correspondent. Les godillots d'Henri, usés par le travail au port. Les ballerines noires de Marguerite, les baskets montantes de Céline, les petites chaussures de sport de Julien. Mais ce qui glace vraiment le sang des enquêteurs, c'est ce qu'on trouve tout au fond de la cavité. Des bijoux, l'alliance de Marguerite, la gourmette en or que Céline avait reçue pour sa communion, et une petite montre de Gousset, un objet ancien que Henri avait hérité de son grand-père et qu'il gardait toujours sur lui, attaché à sa ceinture par une chaînette. Ces objets racontent une histoire terrible. On ne se sépare pas de son alliance, de ses vêtements, de ses chaussures, de ses papiers d'identité de son plein gré. Et surtout, on ne les cache pas derrière un faux mur dans un entrepôt portuaire abandonné. L'information fuite dans la presse dès le soir même. Le lendemain, tous les journaux régionaux titrent sur la découverte. La télévision nationale dépêche des équipes à Dunkerque. L'affaire Delacroix revient sur le devant de la scène après presque 30 ans d'oubli. L'inspectrice Claire Beaumont, 38 ans, est chargée de rouvrir l'enquête. C'est une femme méthodique, ambitieuse, qui a rejoint la police judiciaire de Dunkerque il y a 5 ans après avoir travaillé à Lille. Elle n'était même pas née quand les Delacroix ont disparu, mais elle connaît le dossier. Tous les flics du Nord connaissent cette affaire légendaire. Sa première décision est de fouiller intégralement l'entrepôt numéro 7. Pendant 3 jours, une équipe de 20 techniciens passe chaque centimètre carré du bâtiment au peigne fin. Ils utilisent des chiens, des caméras thermiques, du géoradar. Ils cassent tous les murs suspects. Ils sondent le sol en béton. Ils explorent les sous-sols inondés. Ils ne trouvent aucun corps, aucun ossement, aucune autre trace de la famille Delacroix. Cette absence est à la fois un soulagement et un mystère supplémentaire. Si les Delacroix ont été tués ici, où sont leurs corps? La mer est à 50 mètres. Ont-ils été jetés à l'eau? Mais alors, pourquoi prendre le risque de garder leurs affaires personnelles, de les cacher si soigneusement? Claire Beaumont fait exhumer le dossier original de 1973. Elle passe des jours à lire les milliers de pages de témoignages, de rapports, de notes. Elle étudie les photos jaunies, les cartes annotées, les chronologies établies par Gabriel Fontaine et son équipe. Elle se rend compte qu'ils ont fait un excellent travail avec les moyens de l'époque. Ils ont interrogé les bonnes personnes, exploré les bonnes pistes, mais ils n'ont jamais pensé à fouiller systématiquement tous les entrepôts du port. Il y en avait des dizaines, certains immenses, d'autres à moitié effondrés. C'était humainement impossible. Elle décide de réinterroger tous les témoins encore vivants. Marc Vasseur est le premier. Il a maintenant 68 ans. Il vit toujours à Dunkerque, dans son petit appartement de Saint-Paul-sur-Mer. Quand Claire Beaumont sonne à sa porte un matin de mai 2001, il a l'air d'un homme usé par la vie. Ses cheveux sont blancs, son visage ridé, ses mains tremblent légèrement. Mais ses yeux s'allument quand elle lui parle de la découverte.
Marc répète exactement ce qu'il a dit 28 ans plus tôt. Chaque détail correspond aux déclarations qu'il a faites à Gabrielle Fontaine. Il n'a rien à ajouter. Il dit qu'il pense à Henri tous les jours depuis 28 ans, qu'il se sent coupable de l'avoir laissé partir seul ce soir-là. Claire Beaumont remarque quelque chose d'étrange. Marc ne pose aucune question sur la découverte. Il ne demande pas ce qu'on a trouvé exactement, ou comment. C'est comme s'il savait déjà, comme s'il n'était pas surpris. Elle interroge ensuite Sophie Laurent, l'ancienne voisine. Sophie a maintenant 79 ans. Elle habite toujours rue des Chantiers de France, juste en face de l'ancienne maison des Delacroix. Quand Claire arrive, Sophie la fait entrer dans son salon. Les murs sont couverts de coupures de journaux sur l'affaire, soigneusement encadrés. C'est perturbant. Sophie parle des Delacroix comme s'ils étaient partis hier. Elle décrit Marguerite dans les moindres détails, son sourire, sa façon de marcher, les robes qu'elle portait. Claire se demande si cette femme est tout à fait saine d'esprit. Sophie répète son témoignage initial avec une précision troublante. Les Delacroix sont partis à 14 heures. Marguerite portait son manteau bleu marine. Henri son masque doré. Les enfants avaient l'air excités. Elle les a regardés s'éloigner dans la rue. C'est la dernière fois qu'elle les a vus. Puis Sophie dit quelque chose qu'elle n'avait jamais mentionné auparavant. Elle dit qu'environ 2 heures après leur départ, vers 16 heures, elle a vu un camion se garer devant la maison des Delacroix. Un camion de livraison blanc, sans inscription particulière. Un homme en est sorti, a regardé la maison, puis est reparti. Sur le moment, Sophie n'y a pas prêté attention. C'était le carnaval. Il y avait du mouvement partout, des gens qui venaient et repartaient. Mais avec le recul, elle trouve ça étrange. Qui livre quelque chose pendant le carnaval? Claire Beaumont note soigneusement cette information. Pourquoi Sophie n'en a-t-elle jamais parlé en 1973? Sophie hausse les épaules. Personne ne le lui a demandé spécifiquement. Et puis, sur le moment, ça ne lui avait pas semblé important. C'est seulement maintenant, en repensant à cette journée, qu'elle réalise que c'était peut-être un détail crucial. L'inspectrice fait vérifier les archives de l'époque. Y avait-il des entreprises de livraison qui travaillaient le jour du carnaval? Oui, quelques-unes, pour les commerces qui vendaient de l'alcool et de la nourriture pendant les festivités. Mais retrouver des registres de livraison vieux de 28 ans est quasiment impossible. Les entreprises ont fermé, les papiers ont été détruits, les chauffeurs sont morts ou introuvables. Claire décide de se concentrer sur l'entrepôt lui-même. Qui y avait accès en 1973? Elle épluche les archives municipales, les registres portuaires. L'entrepôt numéro 7 appartenait à une société de transit maritime, la compagnie dunkerquoise de manutention. Cette société employait environ 150 personnes à l'époque. Elle gérait plusieurs entrepôts sur le port. Claire obtient la liste des employés de 1973. C'est un document jauni tapé à la machine avec des annotations manuscrites. Elle commence à chercher les noms, à vérifier qui est encore vivant. Beaucoup sont décédés, d'autres ont déménagé loin de Dunkerque. Certains sont dans des maisons de retraite, leur mémoire trop défaillante pour fournir des informations utiles. Mais un nom attire son attention. Jean-Claude Berthier. En 1973, il avait 35 ans et travaillait comme contremaître pour la compagnie dunkerquoise de manutention. Il supervisait spécifiquement l'entrepôt numéro 7. S'il y a quelqu'un qui aurait pu cacher des objets derrière un mur dans cet entrepôt, c'est bien lui. Claire cherche où se trouve Jean-Claude Berthier aujourd'hui. Il a 63 ans. Il a pris sa retraite en 1998. Il vit toujours à Dunkerque, dans le quartier de Rosendael, dans une petite maison avec jardin. Elle décide d'aller le voir. Quand elle sonne chez lui un après-midi de juin, c'est une femme qui ouvre. Madame Berthier, l'épouse. Claire se présente, explique qu'elle enquête sur une vieille affaire et qu'elle aimerait poser quelques questions à son mari. La femme la fait entrer. La maison est propre, rangée, décorée de photos de famille et de souvenirs de voyage. Jean-Claude Berthier est dans le salon, assis dans un fauteuil, en train de lire le journal. C'est un homme de taille moyenne, aux cheveux gris, avec un visage ordinaire. Il a l'air en bonne santé pour son âge.
Quand Claire lui demande s'il se souvient de l'affaire Delacroix, il hoche la tête. Bien sûr qu'il s'en souvient. Tout Dunkerque s'en souvient. C'était terrible, cette famille qui a disparu comme ça. Claire lui demande s'il travaillait à l'entrepôt numéro 7 en février 1973. Il réfléchit un moment, consulte mentalement ses souvenirs, puis confirme. Oui, il y travaillait. Il était contremaître là-bas de 1970 à 1975. Ensuite, il a été muté sur d'autres sites. Elle lui demande s'il se souvient d'avoir vu quelque chose d'inhabituel à l'entrepôt pendant la période où la famille Delacroix a disparu. Il secoue la tête. Non, rien de particulier. C'était une période normale. Les activités du port ne s'arrêtaient jamais vraiment, même pendant le carnaval. Claire observe son visage attentivement pendant qu'il parle. Il semble sincère, détendu. Il n'y a aucun signe de nervosité, aucune hésitation suspecte. Elle lui demande s'il se souvient qui d'autres travaillaient à l'entrepôt à cette époque. Il cite quelques noms. Des dockers, des magasiniers, un comptable qui venait une fois par semaine. La plupart sont morts maintenant, ajoute-t-il. Puis Claire pose la question cruciale. Demande-t-elle qui aurait pu construire un faux mur dans l'entrepôt sans que personne ne le remarque. Jean-Claude réfléchit. Il dit que c'est difficile. L'entrepôt était en activité. Il y avait toujours du monde. Mais il suppose que si quelqu'un avait voulu le faire, le meilleur moment aurait été pendant les périodes de fermeture estivale, quand l'entrepôt était presque vide, ou très tard le soir, quand il n'y avait que les gardiens de nuit. Claire lui demande qui étaient les gardiens de nuit en 1973. Jean-Claude plisse les yeux, fait un effort de mémoire. Il cite deux noms, André Mallet et Bernard Caron. Ils se relayaient une semaine sur deux, mais André Mallet est mort en 1986 d'une cirrhose du foie. Quant à Bernard Caron, personne ne sait ce qu'il est devenu. Il a quitté Dunkerque dans les années 80 et n'a plus jamais donné de nouvelles. Claire note tout. Elle demande si Jean-Claude a des photos de l'époque, des documents, n'importe quoi qui pourrait l'aider. Il dit qu'il a peut-être quelque chose dans le grenier. Sa femme monte chercher. Elle redescend avec une vieille boîte à chaussures remplie de papiers. Des bulletins de salaire, des notes de service, quelques photos floues en noir et blanc. Parmi les photos, il y en a une qui montre l'intérieur de l'entrepôt numéro 7. On y voit des palettes empilées, des hommes au travail, des chariots élévateurs. Au fond, on distingue le mur où les objets des Delacroix ont été retrouvés 28 ans plus tard. Sur cette photo prise probablement en 1972 ou 73, le mur existe déjà. C'est donc que le faux mur, avec sa cavité secrète, a été construit avant le carnaval de 1973, ou juste après. Claire demande si elle peut emporter la photo. Jean-Claude accepte. Il dit qu'il espère que ça aidera à comprendre ce qui est arrivé à cette pauvre famille. Il a l'air sincèrement concerné. En sortant de chez les Berthier, Claire a un étrange pressentiment. Quelque chose ne colle pas, mais elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Jean-Claude Berthier semble être un homme honnête, qui a eu une vie normale. Mais il y a ce regard qu'elle a surpris, juste une fraction de seconde, quand elle a mentionné les objets retrouvés derrière le mur. Un regard qu'elle n'arrive pas à déchiffrer. Elle décide de creuser plus profondément dans le passé de Jean-Claude Berthier. Elle demande à son équipe de vérifier ses antécédents, ses déplacements, ses finances. Tout semble parfaitement ordinaire. Pas de casier judiciaire, pas de dette, pas de comportement suspect signalé. Un homme qui a travaillé toute sa vie, qui a élevé 2 enfants avec sa femme, qui a pris sa retraite et coule maintenant des jours paisibles. Mais Claire ne lâche pas. Elle réinterroge les anciens collègues de Berthier qu'elle réussit à localiser. La plupart n'ont que de bons souvenirs de lui. Un contremaître compétent, juste avec ses hommes, qui ne cherchaient pas les problèmes. Pourtant, l'un d'eux, un ancien docker nommé Raymond Lefebvre, fait une remarque étrange. Il dit que Jean-Claude était quelqu'un de secret, qu'on ne savait jamais vraiment ce qu'il pensait, qu'il pouvait se montrer très froid quand il le voulait. Ce témoignage insuffle une nouvelle direction à l'enquête. Claire décide d'examiner tous les liens possibles entre Jean-Claude Berthier et la famille Delacroix. Elle découvre quelque chose qu'elle n'attendait pas.
En 1972, un an avant la disparition, Henri Delacroix a été temporairement affecté à l'entrepôt numéro 7 pour remplacer un docker malade. Il y a travaillé pendant 3 mois, de septembre à novembre. Cela signifie qu'Henri et Jean-Claude se connaissaient. Ils avaient travaillé ensemble. Claire retourne voir Marc Vasseur. Elle lui demande si Henri lui avait parlé de Jean-Claude Berthier. Marc réfléchit longuement. Finalement, il dit qu'Henri avait effectivement mentionné ce nom une fois ou deux. Il avait dit que Berthier était un contremaître correct, mais distant. Rien de particulier. Est-ce que Henri avait eu des problèmes avec lui? Marc ne se rappelle pas de quoi que ce soit dans ce sens. L'inspectrice sent qu'elle touche à quelque chose, mais quoi? Elle n'a aucune preuve que Berthier soit impliqué. Juste des connexions ténues, des impressions. Elle a besoin de plus. Elle décide de faire surveiller discrètement Jean-Claude Berthier. Pendant 3 semaines, des policiers en civil le suivent, notent ses déplacements, ses habitudes. Berthier mène une vie d'une régularité parfaite. Il fait ses courses le mardi matin. Il va à la bibliothèque municipale le jeudi après-midi. Il jardine le week-end. Il prend l'apéritif avec des voisins le vendredi soir. Rien de suspect. Puis dès le 15 juillet 2001, Berthier fait quelque chose d'inhabituel. Il quitte sa maison à 6 heures du matin alors qu'il ne sort jamais avant 9 heures. Il prend sa voiture, une vieille Renault Clio, et roule vers l'est. Les policiers le suivent à distance. Il traverse la campagne flamande, passe par des villages endormis, finit par s'arrêter près d'un cimetière, dans la commune de Wormhout, à une 30aine de kilomètres de Dunkerque. Berthier entre dans le cimetière. Il marche entre les tombes, cherche un emplacement précis, finit par s'arrêter devant une pierre tombale. Il reste là, debout, immobile, pendant presque 1 heure, puis il repart. Les policiers notent le nom sur la tombe après son départ. Bernard Caron, l'ancien gardien de nuit de l'entrepôt numéro 7, celui qui avait disparu dans les années 80. Sauf qu'apparemment, il n'a pas disparu. Il est mort et enterré ici, à Wormhout. Claire vérifie les registres. Bernard Caron est décédé le 3 mars 1984 d'une insuffisance cardiaque. Il avait 52 ans. Pourquoi Berthier rend-il visite à la tombe d'un ancien collègue mort il y a 17 ans? Pourquoi maintenant, alors que l'affaire Delacroix vient d'être rouverte? C'est peut-être une coïncidence. Ou peut-être pas. Claire obtient un mandat pour exhumer le corps de Bernard Caron. C'est une décision difficile, controversée, mais elle a la conviction qu'il faut le faire. L'exhumation a lieu début août. Le cercueil est remonté, ouvert. Le corps est dans l'état de décomposition attendu après 17 ans. Les médecins légistes l'examinent. Ils ne trouvent rien d'anormal. La cause du décès correspond au certificat. Insuffisance cardiaque, c'est une impasse de plus. Claire commence à douter. Peut-être qu'elle se trompe. Peut-être que Jean-Claude Berthier n'a rien à voir avec tout ça. Peut-être que sa visite au cimetière était simplement un hommage à un vieil ami. Mais quelque chose continue de la tracasser. Elle décide de faire une dernière tentative. Elle retourne voir Berthier, cette fois sans prévenir, tard le soir. Quand Jean-Claude Berthier ouvre la porte et voit Claire Beaumont sur son seuil à 22 heures, son visage change. Pour la première fois, elle voit une émotion traverser ses yeux. De la surprise, de la peur. Elle n'est pas sûre. Elle lui demande s'ils peuvent parler. Il hésite puis accepte. Sa femme est déjà couchée. Il s'installe dans la cuisine. Claire refuse le café qu'il propose. Elle va droit au but. Elle lui demande pourquoi il est allé sur la tombe de Bernard Caron. Berthier se raidit. Il dit que c'était un ami, qu'il va le voir tous les ans à cette période. Claire vérifie dans ses notes. La surveillance n'a pas duré assez longtemps pour confirmer ou infirmer cette habitude annuelle. Elle décide de le pousser. Elle lui dit qu'elle sait qu'il cache quelque chose. Que trop de connexions mènent à lui. Qu'il était à l'entrepôt numéro 7 au bon moment. Qu'il connaissait Henri Delacroix. Qu'il avait les moyens et l'opportunité de cacher les objets derrière le mur. Berthier reste silencieux un long moment. Puis il parle, d'une voix lente, mesurée. Il dit qu'il n'a tué personne, qu'il n'a rien fait de mal, mais qu'effectivement, il sait des choses. Claire sent son pouls s'accélérer. Elle prend son téléphone, lance l'enregistreur. Elle lui lit ses droits. Il hoche la tête.
Il comprend. Il est prêt à parler maintenant, dit-il. Après toutes ces années, peut-être que c'est un soulagement. Jean-Claude Berthier commence son récit. Le 25 février 1973 au soir, vers 22 heures, alors qu'il finissait son service et s'apprêtait à rentrer chez lui, Bernard Caron, le gardien de nuit, l'a appelé en urgence. Il lui a dit de venir immédiatement à l'entrepôt numéro 7, que quelque chose de terrible s'était passé. Quand Jean-Claude est arrivé, il a trouvé Bernard complètement paniqué. Et il a vu pourquoi. Dans une des salles de stockage du fond, il y avait 4 corps. Henri Delacroix, sa femme Marguerite et leurs 2 enfants. Ils étaient tous morts. Jean-Claude se tait un moment, les mains tremblantes. Claire attend, le cœur battant. Elle ne dit rien, ne veut pas briser le fil du témoignage. Berthier reprend. Bernard lui a expliqué ce qui s'était passé. Henri Delacroix était venu à l'entrepôt vers 19 heures ce soir-là avec sa famille. Apparemment, Henri avait dit à Bernard qu'il venait juste se mettre à l'abri quelques minutes, qu'il voulait montrer à son fils Julien où il avait travaillé quelques mois plus tôt. L'entrepôt était quasiment désert ce soir-là à cause du carnaval. Bernard avait accepté de les laisser entrer. Ils étaient montés au premier étage, là où il y avait de grandes fenêtres donnant sur le port, pour voir le feu d'artifice qui devait commencer. Le spectacle était prévu pour 19 heures, mais avait été retardé de quelques minutes, comme souvent pendant le carnaval. Ils avaient une vue parfaite de là-haut, mais Bernard avait un secret. Il faisait de la contrebande de cigarettes. Ce n'était pas grand-chose, quelques cartons qu'il revendait ici et là pour arrondir ses fins de mois. Les cigarettes arrivaient de Belgique, transitaient par le port. Bernard avait des contacts, un petit réseau. Ce soir-là, une livraison importante devait arriver. Des hommes allaient venir déposer plusieurs centaines de cartons de cigarettes dans l'entrepôt que Bernard devait ensuite distribuer. Il n'avait pas prévu que Henri et sa famille seraient là. Il pensait qu'il resterait juste quelques minutes pour le feu d'artifice, puis partirait. Mais les hommes de la livraison sont arrivés pendant que la famille était encore là. Et ces hommes n'étaient pas des trafiquants de cigarettes ordinaires. C'étaient des gens dangereux, liés à un réseau de contrebande plus vaste qui gérait aussi de l'alcool frelaté et d'autres marchandises illégales. Quand ces hommes ont vu qu'il y avait des témoins, ils ont paniqué. Henri a reconnu l'un d'eux, un docker avec qui il avait travaillé au port. Il savait qui c'était, il aurait pu identifier tout le monde. Les trafiquants ne pouvaient pas prendre ce risque. Berthier s'arrête, ferme les yeux. Claire voit qu'il pleure maintenant. Des larmes silencieuses qui coulent sur ses joues. Il continue d'une voix brisée. Les trafiquants ont décidé que la famille Delacroix ne devait pas sortir vivante de l'entrepôt. Bernard a essayé de les en empêcher, leur a dit que c'étaient des gens innocents, qu'Henri était un bon gars, qu'il ne dirait rien. Mais les trafiquants n'ont rien voulu entendre. Ils ont tué Henri en premier. Une balle dans la tête, rapide, froid. Marguerite a hurlé. Céline a essayé de protéger son petit frère. Ils les ont tués aussi, tous les 3. 4 coups de feu, 4 vies éteintes en quelques secondes. Ensuite, les trafiquants ont fait disparaître les corps. Ils les ont chargés dans un camion. Bernard et Jean-Claude n'ont jamais su où ils les ont emmenés. Probablement jetés dans les bassins du port avec des poids, ou brûlés dans un des incinérateurs industriels qui fonctionnaient encore à l'époque. Mais ils ont laissé les vêtements et les objets personnels, ont dit à Bernard de s'en débarrasser. Seulement Bernard n'a pas pu. Il était rongé de culpabilité. Il avait laissé entrer cette famille dans l'entrepôt. C'était sa faute s'ils étaient morts. Il a gardé leurs affaires, les a cachées derrière un faux mur qu'il a construit lui-même quelques jours plus tard avec l'aide de Jean-Claude. Il disait que c'était la seule tombe qu'ils auraient jamais, que c'était le minimum qu'il leur devait. Jean-Claude Berthier pleure maintenant ouvertement. Il dit qu'il n'a jamais tué personne, qu'il a juste aidé Bernard à construire le mur. Il avait peur des trafiquants. Ils avaient dit que si quelqu'un parlait, ce qui était arrivé aux Delacroix leur arriverait aussi. Alors, ils se sont tus. Bernard et lui ont porté ce secret pendant toutes ces années. Bernard, lui, n'a pas supporté. Il s'est mis à boire de plus en plus. Il a quitté Dunkerque, a erré quelque temps, a fini par s'installer à Wormhout. Il est mort à 52 ans, détruit par l'alcool et le remords.
Jean-Claude pense qu'il s'est laissé mourir, que son cœur n'a pas lâché par hasard, mais parce qu'il n'en pouvait plus de vivre avec ce poids. Claire Beaumont écoute tout, la gorge serrée. Elle pose la question qui lui brûle les lèvres. Qui étaient ces trafiquants? Jean-Claude secoue la tête. Il en connaissait un, celui qu'Henri avait reconnu. Il s'appelait Pascal Giraud. C'était un docker qui travaillait sur les quais. Les autres, il ne les connaissait pas, ne les avait jamais revus. Claire vérifie immédiatement. Pascal Giraud est mort en 1990 d'un accident de travail au port. Une poutre qui lui est tombée dessus, mort sur le coup, impossible de l'interroger. Jean-Claude donne d'autres noms, ceux de gens qui gravitaient autour du réseau de contrebande à l'époque. Certains sont morts, d'autres ont disparu. Un seul est encore vivant et localisable. Robert Delestre, 72 ans, retraité, qui vit dans une maison de repos à Boulogne-sur-Mer. Claire Beaumont se rend à Boulogne-sur-Mer le lendemain même avec 2 collègues. Robert Delestre est un vieil homme diminué en fauteuil roulant à moitié sourd. Mais quand on lui parle de l'affaire Delacroix, quelque chose change dans son regard. Il sait de quoi elle parle. Confronté à la déposition de Jean-Claude Berthier, Delestre finit par confirmer. Oui, il faisait partie du réseau de contrebande. Oui, il était là ce soir-là à l'entrepôt. Il décrit la scène exactement comme Berthier l'a raconté. La famille Delacroix, au mauvais endroit, au mauvais moment. Pascal Giraud, qui prend la décision d'éliminer les témoins. Les 4 coups de feu. Le chargement des corps dans le camion. Delestre dit qu'ils ont emmené les corps jusqu'au fort de Mardic, une installation militaire abandonnée à quelques kilomètres de Dunkerque. Là, ils avaient un contact qui gérait un incinérateur industriel utilisé pour brûler des déchets portuaires. Les corps des Delacroix ont été brûlés cette nuit-là, leurs cendres mélangées aux autres résidus. Il ne reste rien d'eux. Aucune possibilité d'identification, aucune possibilité de leur donner une vraie sépulture. Delestre semble soulagé de parler. Il dit qu'il vit avec cette culpabilité depuis 28 ans, qu'il fait des cauchemars presque toutes les nuits, qu'il voit le visage de la petite Céline qui essayait de protéger son frère. Il dit qu'il est prêt à payer pour ce qu'il a fait, même s'il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Les enquêteurs vérifient son récit. Le fort de Mardic a effectivement abrité un incinérateur jusqu'en 1980. Les registres de l'époque sont incomplets, mais ils trouvent la trace d'incinération nocturne en février 1973 qui n'ont jamais été correctement documentées. C'est là que reposent les Delacroix, ou plutôt ce qu'il en reste. Des cendres mélangées à tant d'autres qu'il est impossible de les distinguer. Jean-Claude Berthier et Robert Delestre sont tous 2 inculpés. Berthier pour complicité après les faits et entrave à la justice. Delestre pour meurtre. Même à 72 ans, en fauteuil roulant, il peut être jugé. Le procès a lieu en mai 2002. Il dure 3 semaines. Les médias du pays entier le suivent. L'histoire de cette famille disparue pendant le carnaval, tuée par des trafiquants de cigarettes, fascine et horrifie. Marc Vasseur assiste à chaque jour du procès. Il est maintenant un vieil homme de 69 ans, mais il se tient droit, digne. Il veut regarder en face ceux qui ont détruit son ami. Quand Delestre témoigne, décrit comment Henri est mort, Marc ne pleure pas. Il reste de pierre. Après tant d'années d'incertitude, il a enfin la vérité. C'est une vérité atroce, mais c'est mieux que le vide. Sophie Laurent est là aussi. Elle écoute tout, prend des notes comme elle l'a toujours fait. Quand le verdict tombe, Delestre est condamné à 20 ans de prison pour meurtre. Berthier écope de 5 ans pour complicité. Les avocats de Berthier plaignent sa coopération, le fait qu'il a permis de résoudre l'affaire. Le juge en tient compte, mais souligne que son silence pendant 28 ans a causé une souffrance immense aux proches des victimes. Pascal Giraud, le commanditaire principal des meurtres, est mort et ne peut être jugé. Mais son nom est mentionné tout au long du procès, associé pour toujours à ce crime horrible. Après le procès, les autorités organisent une cérémonie commémorative pour la famille Delacroix. Sur le site du fort de Mardic, aujourd'hui transformé en espace naturel, une plaque est installée. Elle porte leur nom et leur date de naissance. Henri Delacroix, né le 12 juillet 1934,
Marguerite Delacroix, née le 3 avril 1937. Céline Delacroix, née le 8 novembre 1958. Julien Delacroix, né le 22 janvier 1964. Disparu le 25 février 1973. Retrouvé par la Vérité en 2001. Marc Vasseur vient se recueillir devant cette plaque chaque année le 25 février. Il apporte des fleurs, reste là 1 heure, parle à son ami comme s'il pouvait l'entendre. Il lui dit que ses enfants sont devenus grands, que l'un est devenu médecin, l'autre professeur. Il lui parle du port qui a changé, des vieux entrepôts transformés en appartements, de Dunkerque qui n'est plus tout à fait la même ville. Sophie Laurent vient aussi, séparément. Elle ne parle pas à Marc. Ils ne se sont jamais vraiment connus. Mais ils sont unis par cette tragédie commune, cette famille qu'ils ont tous deux connue, et dont la disparition a marqué leur vie. Le masque de carnaval d'Henri, celui qui a été retrouvé derrière le mur, est conservé comme pièce à conviction. Un jour, peut-être, il sera exposé dans un musée. Témoignage silencieux d'une histoire terrible qui a eu lieu au milieu de la joie collective du carnaval. L'entrepôt numéro 7 a été entièrement rénové et transformé en loft comme prévu. Mais les habitants savent ce qui s'est passé là. Certains disent qu'ils ressentent une présence, une tristesse qui imprègne les murs. D'autres balayent ces histoires d'un revers de main. Ce sont juste de vieux bâtiments avec une histoire, comme tous les lieux anciens. Jean-Claude Berthier sort de prison en 2006 après avoir purgé 4 ans de sa peine. Il a 80 ans. Sa femme l'a quitté pendant son incarcération. Ses enfants ne lui parlent plus. Il vit seul dans un foyer pour personnes âgées, isolé, oublié. Il meurt 2 ans plus tard, en 2008, d'une pneumonie. Personne ne vient à son enterrement. Robert Delestre ne sort jamais de prison. Il meurt en 2009, à l'âge de 80 ans, d'un cancer généralisé. Il est enterré au cimetière des pauvres, dans une tombe sans nom. L'affaire Delacroix reste l'un des cas les plus marquants de l'histoire criminelle de Dunkerque. Elle est étudiée dans les écoles de police comme exemple d'une enquête impossible qui trouve finalement sa résolution grâce à la persévérance et une découverte fortuite. Mais surtout, elle reste dans les mémoires comme un rappel terrible que derrière la joie apparente, derrière les masques du carnaval, peuvent se cacher des tragédies insoupçonnables. Claire Beaumont, l'inspectrice qui a résolu l'affaire, continue sa carrière à Dunkerque. Elle ne travaillera plus jamais sur un cas aussi complexe, aussi émotionnellement chargé. Mais chaque fois qu'elle passe devant le port, devant ces entrepôts rénovés qui abritent maintenant des familles, elle pense aux Delacroix. Elle pense à ce que leur vie aurait pu être. Céline aurait peut-être vraiment été avocate. Julien aurait travaillé dans le maritime comme son père. Ils auraient eu des enfants, des petits-enfants. Toutes ces vies qui ne se sont jamais réalisées, effacées en quelques secondes par la cupidité et la lâcheté de quelques hommes. Marc Vasseur meurt en 2015, à 82 ans. Ses dernières volontés stipulent qu'il veut être incinéré et que ses cendres soient dispersées près du fort de Mardic, là où repose son ami. Sa famille respecte ce souhait. Un matin de printemps, il disperse ses cendres face à la mer du Nord, enfin réunie avec Henri, comme il l'avait toujours souhaité. Sophie Laurent, elle, vit jusqu'à 98 ans. Elle meurt en 2020, quelques mois avant le début de la pandémie de Covid. Sa maison est vidée par ses enfants. Dans le grenier, il trouve des dizaines de cahiers remplis de notes sur l'affaire Delacroix, de coupures de journaux, de photos. Toute une vie passée à essayer de comprendre ce qui était arrivé à sa voisine et à sa famille. Maintenant qu'elle sait, elle peut enfin reposer en paix. Le carnaval de Dunkerque continue chaque année, toujours aussi joyeux, toujours aussi démesuré. Les orchestres jouent, les gens dansent, l'alcool coule. Mais certains anciens, ceux qui se souviennent, lèvent parfois leur verre à la mémoire des Delacroix. 4 personnes qui sont venues faire la fête et qui ne sont jamais rentrées chez elles. L'histoire de la famille Delacroix est devenue une légende triste de Dunkerque. On la raconte aux nouvelles générations. On en fait une mise en garde. Même dans les moments de joie la plus pure, le tragique peut surgir.
La vie est fragile. Elle peut basculer en un instant. Un mauvais lieu, un mauvais moment, des mauvaises personnes, et 4 vies s'éteignent, laissant derrière elles un vide qui ne se comble jamais vraiment. Mais il y a aussi, dans cette histoire terrible, une leçon sur la persistance de la vérité. Pendant 28 ans, personne ne savait ce qui était arrivé aux Delacroix. On les croyait disparus à jamais, leur destin condamné à rester un mystère. Mais la vérité a fini par émerger. Les objets cachés derrière un mur ont parlé. Les silences se sont brisés. Les coupables ont été identifiés et jugés. Cela ne ramène pas les morts, cela ne console pas vraiment les vivants. Mais cela donne un sens à ce qui semblait absurde. Cela permet de faire le deuil d'une manière qui était impossible quand l'incertitude régnait. Et peut-être, d'une certaine façon, cela rend justice à Henri, Marguerite, Céline et Julien Delacroix, qui méritaient mieux que d'être simplement effacés de l'histoire comme s'ils n'avaient jamais existé. Leur mémoire perdure. Sur la plaque du fort de Mardic, dans les archives de la police, dans les souvenirs de ceux qui les ont connus. Et maintenant, dans cette histoire qui raconte leur fin tragique, mais aussi la détermination de ceux qui ont refusé d'oublier, qui ont cherché la vérité jusqu'à la trouver, même 28 ans plus tard. Ce cas nous montre à quel point le destin peut être cruel et imprévisible. Une famille ordinaire, partie faire la fête au carnaval, a croisé la route de criminels et a payé le prix ultime. Mais il nous montre aussi que la vérité, même enterrée pendant des décennies, peut finir par émerger. Qu'en pensez-vous? Aviez-vous perçu les indices tout au long du récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux cas criminels historiques comme celui-ci.